Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Michel Elchaninov, rédacteur en chef du magazine Philosophie Magazine, du mensuel Philosophie Magazine, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, Nicole Diesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont je ne vais pas citer aujourd'hui le dernier numéro qui porte sur les Jeux Olympiques, mais plutôt la lettre hebdomadaire qui est intitulée « D'où vient la colère des agriculteurs ?» Elle est ainsi chapeautée. Après des semaines de grogne à bas bruit, ces derniers jours ont été marqués par d'importantes manifestations et des blocages d'autoroutes pour protester, entre autres, contre la hausse des taxes sur l'énergie et l'application du Pacte vert, un projet législatif européen visant à mettre en place de nouvelles normes écologiques. Mais si cette colère éclot aujourd'hui à quelques semaines du Salon de l'agriculture, elle prend ses racines dans un malaise plus profond entre difficultés financières, sentiments d'abandon et problèmes de renouvellement. Ces questions, nous les avons souvent évoquées dans nos colonnes ces dernières années. C'est pourquoi Le 1 vous ouvre ses archives cette semaine avec une sélection d'articles pour mieux comprendre l'actualité. Partagez-les autour de vous. Nous mettrons en ligne mercredi dans notre série Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné, un troisième entretien avec Marion Godefroy-Taillard de Borms, historienne de la gastronomie et de l'usage politique de la cuisine, autrice avec David Decto aux éditions Flammarion de À la table de l'histoire et aux éditions Payot de L'histoire passe à table, les 50 repas qui ont fait le monde. Vos contributions à notre podcast, et nous avons besoin de ces contributions, et plus particulièrement même des contributions sous forme de soutien mensuel, car ils assurent une régularité bien positive et bien nécessaire, en même temps qu'ils nous permettent d'avoir de la visibilité sur nos finances. Vos contributions sont reçues avec reconnaissance et déductibles de l'impôt sur le revenu à hauteur des 2/3. Notre prochain enregistrement public aura lieu le dimanche 11 février. Vous pouvez vous inscrire sur notre site et toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique, un compendium, auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Nous allons passer maintenant au premier des sujets que nous avons retenus, celui qui concerne le Conseil constitutionnel et la loi immigration. Le projet de loi immigration, adopté dans un climat de tension par le Parlement le 19 décembre, restreignait le regroupement familial, l'accès des non-européens à certaines prestations sociales et il mettait fin à l'automaticité du droit du sol. Fin décembre, la loi a fait l'objet de 4 saisines du Conseil constitutionnel, celle du président de la République, de la présidente de l'Assemblée nationale et de 2 députés et sénateurs de gauche. De l'aveu même du ministre de l'Intérieur qui a porté ce texte, plusieurs dispositions étaient, je cite, manifestement et clairement contraires à la Constitution, et certains au sein de l'exécutif espéraient une censure partielle. Le 8 janvier, Emmanuel Macron, lors de la présentation de ses vœux au Conseil constitutionnel, s'était fait sermonner par Laurent Fabius, qui déclarait que la juridiction qu'il préside n'est, je cite, ni une chambre d'écho des tendances de l'opinion, ni une chambre d'appel des choix du Parlement, et qui soulignait une certaine confusion chez certains entre le droit et la politique, avant de rappeler au chef de l'État les bases d'un État de droit, et notamment cette règle: on ne peut pas voter une loi dont on sait que certaines dispositions sont contraires à la loi fondamentale. Ce fut l'occasion de citer son prédécesseur, Robert Badinter: une loi inconstitutionnelle est nécessairement mauvaise, mais une loi mauvaise n'est pas nécessairement inconstitutionnelle. Dans sa décision rendue jeudi, le Conseil a censuré plus du tiers du texte, dont le durcissement de l'accès aux prestations sociales. Des 86 articles de la loi, 32 ont été censurés en tant que cavaliers législatifs en raison de l'absence de lien entre leur objet et celui de la loi. C'est le cas des articles liés au regroupement familial, la mise en place d'une caution pour les étudiants étrangers, la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé ou encore la restriction des prestations sociales, allocations familiales, aide personnalisée au logement, etc. Toutes ces mesures avaient été portées par les Républicains dans le cadre de l'accord passé avec la majorité pour faire voter la loi. Après la censure du Conseil constitutionnel, Gérald Darmanin se félicite de la validation de l'intégralité du texte du gouvernement. Les Républicains réclament un projet de loi immigration 2 pour y inclure les mesures rejetées et le Rassemblement national
demande un référendum sur cette question. Marc-Olivier Padis. Oui, comme vous l'avez dit, Philippe, c'était une décision attendue depuis le vote de la loi, avec cette situation assez invraisemblable où le gouvernement reconnaissait lui-même qu'il avait fait voter une loi probablement inconstitutionnelle. Donc de fait, il y a même plus d'un tiers, d'après les estimations, disons 40% du texte qui a été censuré pour diverses raisons. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, fait plutôt profil bas. À mon avis, il a plutôt raison. Il essaye de nous vendre un récit politique dans lequel ce sont en fait les amendements apportés par la droite et l'extrême droite qui ont été rejetés, et donc le Conseil aurait en quelque sorte restitué le texte originel du gouvernement dans son état initial, ce qui est loin d'être le cas. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il ne choisit pas de contester la légitimité du juge constitutionnel, ce qui aurait pu être inquiétant et ce qui est fait par l'extrême droite pour sa part, ce qui dévoile des positions politiques fondamentales, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup de bons esprits nous dire « Oh mais maintenant, le Rassemblement national, c'est un parti républicain comme un autre, il accepte le jeu électoral ». Le jeu électoral, oui, quand ça lui est favorable, mais l'état de droit, non. Il faut le redire, il y a des points fondamentaux de l'état de droit que le Rassemblement national n'accepte pas, notamment le contrôle constitutionnel, et ça en fait un parti qui reste un parti hostile aux institutions républicaines. Alors ça vaut la peine quand même de regarder un peu précisément l'avis du Conseil. Bon, il y a tout ce qui est censuré, vous l'avez rappelé, qui sont quand même les articles 1, 3, 4, 5, 8, 10, 9, 11, 12, 13, etc. Enfin, c'est vraiment un festival. Bon, pour des raisons de cavalier législatif, c'est-à-dire que le juge considère que ce sont des dispositions qui relèvent du droit social et non pas de l'entrée sur le territoire. Il y a tout de même aussi des délibérations sur le fond. Alors, le juge constitutionnel dit, quand on donne notre avis sur le fait que tel article est un cavalier social, ça ne préjuge pas de notre position ultérieure, si jamais le texte revenait, sur le fond. Il y a néanmoins des articles, enfin des décisions qui sont données sur le fond, qui tranchent un problème de fond, notamment le fait que la loi ne peut pas fixer l'obligation d'une délibération du Parlement sur des quotas d'étrangers, parce que l'agenda du Parlement est fixé par le gouvernement et non pas par une loi. Ça, c'est un premier point. Il y a d'autres points sur le fond, sur les contraintes qui seraient faites pour des étrangers de livrer leurs empreintes digitales ou d'accepter une photo sans avis d'un juge. Bon, c'est des points très juridiques. Et puis, il y a des choses aussi qui sont déclarées conformes. Et ça, c'est aussi intéressant de le regarder, parce que dans ce qui est déclaré conforme, il y a quand même des choses qui peuvent surprendre ou qui avaient été censurées auparavant. Donc d'abord, d'un point de vue positif, il y a un des seuls points positifs de cette loi, c'est le fait que les demandes de régularisation maintenant peuvent être présentées sans l'accord d'un employeur. Donc là, c'est vraiment la seule avancée, je dirais, du point de vue des droits individuels qui sont dans cette loi. Mais la régularisation d'un sans-papier reste une décision quand même discrétionnaire des préfets, et ça ouvre la porte à des inégalités, des situations compliquées. Il y a des dispositions qui restent absurdes, même si elles semblent de bon sens. Par exemple, demander qu'un étranger qui vient en France maîtrise le français. On se dit, bah oui, c'est normal, il va vivre en France, il faut quand même maîtriser un minimum le français. Mais on se souvient peut-être du discours qu'avait fait Emmanuel Macron après la décision de Donald Trump de sortir de l'accord de Paris. Il avait dit « Make our planet great again ». On va accueillir des chercheurs américains sur le climat en France. Et bien, si vous voulez accueillir, je change d'exemple, un chercheur de haut niveau, américain, indien, à l'INSERM, qui va travailler en anglais, dont toute la vie professionnelle se passe en anglais, et bien, il va rater cet examen de français. Et donc, c'est complètement absurde de ne pas pouvoir attirer en France des chercheurs de réputation mondiale qui vont être bloqués par un examen de langue. Ben, c'est ça. Alors, dernier point, je finis là-dessus.
le juge a déclaré conforme quelque chose qu'il avait rejeté auparavant, donc qui concerne le contrat d'intégration républicaine. Mmh. En août 21, le Conseil avait censuré un article de la loi dite séparatisme qui avait avancé le projet donc de devoir souscrire à un contrat républicain. Et à l'époque, le juge avait dit que cet article méconnaissait l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. En clair, il disait, en fait, c'est trop équivoque de dire vous devez embrasser les principes de la République. Et donc, là, le texte de loi a pris le soin d'énumérer ces principes de manière à ce que à résister à la censure. Et de fait, ils ont passé la censure. Mais le Conseil, de façon, à mon avis, assez malicieuse, rappelle qu'en tout premier plan, dans les principes de la République française, figure la liberté d'expression et de conscience, qui s'impose à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Et donc, si on comprend bien, on va demander à un étranger de souscrire à une déclaration disant qu'il est pour la liberté de conscience, donc comme si on pouvait le contraindre à respecter lui-même sa propre liberté de conscience, qui, d'un point de vue philosophique, me semble un tout petit peu absurde, à moins que, évidemment, l'idée, ce soit de dire « mais la liberté de conscience, c'est aussi celle des autres, donc il faut que vous respectiez la liberté de conscience de tout le monde ». Bon, pourquoi pas. Là, effectivement, ça ne peut pas faire de mal. Après, on énumère des droits fondamentaux, la liberté d'expression, l'égalité entre les hommes et les femmes, la dignité de la personne humaine, très bien. Mais dans ces principes constitutionnels, curieusement, dans cette liste, on ne rappelle pas le droit de grève, le droit d'association, le droit de manifester. Évidemment, on ne va pas rappeler à des gens qui viennent travailler dans nos arrière-cuisines qu'ils ont un droit de grève quand ils rentrent sur le territoire. Mais enfin, voilà, c'est un peu les nouveautés de cette loi malgré tout. Juste sur cette pratique à laquelle on vient d'assister d'une loi pleine d'inconstitutionnalité et votée en parfaite connaissance de cause et du gouvernement et de ceux qui l'ont élu. Quand Michel Rocard a été nommé Premier ministre en mai 88, quelques jours après sa nomination, le 24 mai, il a envoyé une circulaire à tous les membres du gouvernement, ce qui est une pratique non seulement peu courante, mais qu'il a inaugurée. Et en l'envoyant, je me suis reprocuré le texte, il l'envoyait en disant qu'il souhaitait que les membres de son gouvernement y voient un code de déontologie de l'action gouvernementale. Et il y avait un passage qui concernait l'utilisation, la constitutionnalité. Il convient de tout faire pour déceler et éliminer les risques d'inconstitutionnalité susceptibles d'entacher les projets de loi, les amendements et les propositions de loi inscrites à l'ordre du jour. Cette préoccupation doit être la nôtre, même dans les hypothèses où une saisine du Conseil constitutionnel est peu vraisemblable. Voilà. Pourquoi citer un passé glorieux ? Parce que s'il y a eu un passé glorieux, il peut y avoir un avenir qui renoue avec ce passé glorieux. Nicole Nisotto. Oui. Alors, Marc-Olivier Padis a traité la question très sérieusement. Moi, je me demande si on est dans une crise politique ou dans une vraie farce. Je me demande si on traite vraiment de la question de l'immigration ou si on se moque du monde. Parce que quand même, on a une loi, je reviens un tout petit peu sur le contexte, qui est une des rares lois importantes à être passée par un vote majoritaire au Parlement, c'est-à-dire en évitant le 49-3. Bon, il y a eu quand même la commission paritaire, mais enfin quand même, on peut se dire c'était une vote majoritaire. Et cette majorité, en fait, on s'aperçoit que c'était un marché de dupes. Le Conseil constitutionnel censure, comme vous l'avez dit, 37, je crois, des articles. Mais en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde est content. Absolument tout le monde se réjouit de cette censure du Conseil constitutionnel, ce qui est quand même... Le gouvernement a manifesté ici un cynisme électoral dont on avait perdu l'habitude, en tout cas venant des équipes d'Emmanuel Macron, puisqu'ils savaient pertinemment que ce qu'ils acceptaient venant de la droite allait être retoqué. La droite, on se demande si elle est stupide, si elle n'a pas d'avis juridique, les LR, s'ils n'ont pas été conscients que leur proposition allait être retoquée. Je pense qu'ils ont été conscients, ils ont été
encore plus cyniques que le gouvernement. C'est-à-dire, ils espéraient d'être retoqués pour demander une réforme de la Constitution dont le projet Ciotti, dont le point fondamental est la préséance désormais du droit national sur les droits européens et autres. Donc ça, la droite est très contente. Elle a joué d'un cynisme extraordinaire. Le Front National, lui, il a gagné, très content, parce que ce sont ses idées quand même qui ont gagné dans la loi, même si ça n'est pas encore suffisant à ses yeux. Mais le Front National, lui aussi, ne voulait pas que cette loi passe parce qu'il sait qu'elle sera insuffisante pour réguler vraiment l'immigration. Et ce qu'ils veulent, c'est un référendum. Donc ils vont avoir des arguments pour dire, voyez, cette loi ne suffit pas, il faut un référendum. Et quant à la gauche, alors aussi bien la gauche de chez Macron, les 27 qui n'avaient pas voté le texte, ou la gauche en général, elle est plutôt satisfaite. Mais du coup, elle dit, si ça a été censuré, il faut retirer la loi. Et donc là, le président les a pris de court en promulguant immédiatement la loi. Ils vont demander simplement peut-être, je ne sais pas, le retrait, comme ça avait été fait pour les retraites, oui. Mais donc c'est vraiment un marché de dupes et on se moque du monde, on se moque de nous. Je trouve, je termine là-dessus, qu'il y a une vraie crise de la démocratie dans ce pays. Soit le Parlement est contourné à la fois par le 49.3 et maintenant par le Conseil constitutionnel. Oui, j'ai oublié de dire, le seul qui n'est pas content, c'est Fabius, c'est le président du Conseil constitutionnel qui a vraiment l'impression d'avoir été utilisé par tous ces mafieux de la politique. Et donc, on peut vraiment se poser une question sur la rigueur de la démocratie dans ce pays. Michel Elchaninov. Alors effectivement, tout le monde est content. Et je pense que certains ont poussé un ouf de soulagement en découvrant les décisions du Conseil constitutionnel qui étaient attendues. Mais là encore, ce ouf de soulagement, et je suis d'accord avec vous, n'a pas lieu d'être pour trois raisons. La première est que si à peu près 40% des dispositions sont rejetées, 60% sont adoptées, donc aux yeux de ceux qui sont opposés à cette loi sur l'immigration, malgré tout, c'est un texte qui, comme le dit Gérald Darmanin lui-même, jamais la République n'a eu une loi aussi dure contre les étrangers délinquants, donc c'est une loi dure. Ensuite, la question se pose effectivement du détail. Alors, Marc-Olivier en a parlé tout à l'heure, mais beaucoup de dispositions ont été rejetées pour des raisons de forme. Le rappel au principe de la République n'est pas fait, ou alors à la marge. Donc, il y a peut-être un problème de clarté pour les citoyens de ce qui est effectivement anticonstitutionnel, ce qui est contre les principes de la République dans cette loi. Alors, peut-être que ça va continuer, qu'il y aura des éclaircissements supplémentaires, mais je crois qu'il y a un problème de lisibilité. Je crois que le citoyen ne va pas comprendre forcément au nom de quoi telle ou telle disposition a été rejetée. Ensuite, effectivement, 60% restants sont promulgués. Et certaines dispositions, Marc-Olivier, là encore, en a parlé, sont conservées. Par exemple, cette fameuse création d'un fichier pour mineurs étrangers suspectés d'être des délinquants contre leur volonté. Donc là, il y a un risque quand même d'atteinte aux droits de l'enfant, notamment. Et puis, il y a aussi finalement ce noyau dur de la loi proposé par le camp Macron autour des étrangers délinquants. Avec cette suspicion tout de même qui est portée sur l'ensemble des étrangers et des étrangers délinquants de peut-être être des terroristes en puissance. Je pense aussi à l'instauration, on en a parlé, d'une condition de respect des principes de la République pour obtenir un titre de séjour. Là encore, on risque de traiter quand même l'étranger, l'immigré, comme un ennemi en puissance, quelqu'un qui serait toujours suspecté de ne pas respecter les principes de la République, ce qui peut passer pour une rupture d'égalité. On vit dans une atmosphère qui est en partie créée par les médias, par une sorte de guerre culturelle à laquelle nous assistons, dans laquelle on porte sur les étrangers une suspicion généralisée. Et je crois qu'il y a quand même beaucoup de dispositions dans cette loi qui sont approuvées par le Conseil constitutionnel qui finalement obéissent à cette suspicion généralisée sur les immigrés. Ce qui pose tous les problèmes qu'on a dit, notamment par rapport à la langue. Je pense qu'on ne peut pas être totalement francophone quand on arrive.
rapidement, un autre point, mais on l'a dit, c'est une victoire pour le Rassemblement national, non seulement sur le plan idéologique, mais parce que le Rassemblement national veut ce référendum. Et donc, pour lui, cette censure du Conseil constitutionnel constitue une relance politique. C'était la grande mesure de Marine Le Pen pour les dernières élections présidentielles. C'est relancé, c'est-à-dire il y a la volonté pour le Rassemblement national de soumettre l'État de droit à la souveraineté populaire, donc de créer une république illibérale. Et puis enfin, je terminerai en disant que finalement, Emmanuel Macron a voulu dealer, c'est-à-dire a voulu négocier, c'est une vieille tactique, c'est-à-dire proposer beaucoup trop pour obtenir un peu, mais je ne suis pas du tout certain que le camp présidentiel soit gagnant, puisque c'est une voie ouverte à la légitimation des idées du Rassemblement national. Béatrice Gibel. Oui, moi je vais être beaucoup moins sévère que vous. Voilà, sur votre commentaire sur le contenu de la loi. Mais je vais d'abord revenir sur le Conseil constitutionnel. Moi, je dirais il s'est un peu défaussé parce qu'il a mis sur cavalier législatif beaucoup de choses, disant non, ça n'a pas rien à voir, c'était pas prévu au départ, donc c'est rajouté, donc non. Ce qui ne veut pas dire que si vous ne faites pas une loi là-dessus, elle sera sans doute acceptée. Si elle répond bien aux critères, vous pouvez parfaitement légiférer dans le sens que vous voulez, mais vous ne pouviez pas rentrer par la fenêtre quand vous êtes obligé de rentrer par la porte. En fait, c'était ça. Et pour moi, c'est un peu une défausse. Voilà, tout ce qui était un peu gênant, revoyez votre copie. Bien. C'est vrai que cette loi était mal ficelée, était mal foutue. Elle a été discutée pendant plus d'1 an. Et puis, après, le Sénat a tout changé. Dans un rapport de force, le gouvernement voulant absolument avoir cette loi votée et pas par le 49.3. Donc, la solution, c'était bien évidemment d'accepter un certain nombre de choses. Je rappellerai la responsabilité de la gauche qui a empêché en votant le débat possible sur cette loi qui aurait permis de dire très clairement ce qu'ils voulaient, ce qu'ils refusaient. Mais comme ils ne savent pas très clairement ce qu'ils veulent et ce qu'ils refusent, ils ont pris cette porte de sortie-là. Donc le Conseil constitutionnel dit revoyez votre copie. Bon, alors on va promulguer cette loi et on ne reverra pas la copie tout de suite, ça m'étonnerait beaucoup, surtout qu'il y a maintenant un autre problème qu'on va peut-être traiter après, qui fait que la loi immigration va être absolument mise de côté parce qu'on va passer à tout à fait autre chose avec la crise des agriculteurs. Mais moi, je vous trouve très, très sévère sur ce qu'il y avait dans cette loi. Il y a eu une tribune de Didier Lesky, qui est le directeur de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, qui a dit mais c'est une loi qui reste la plus généreuse et la plus ouverte de tous les grands pays européens. Je pense que c'est assez juste et que on demander un certain temps, donner un certain délai avant de bénéficier de droits sociaux qui sont quand même le résultat de lourds combats. Les droits sociaux, ils ne sont pas arrivés comme ça. C'est le résultat de grèves, de luttes, qu'on a payé, que certains ont payé très cher pour les avoir. Et moi, je me mets à la place d'un certain nombre de Français qui ont ce sentiment, à la limite, qui sont mieux traités que même. Je ne dis pas que ce sentiment soit juste, mais c'est comme ça qu'il est ressenti. Et je ne suis pas sûre qu'avoir tapé le tambour comme on l'a tapé soit tout à fait le plus raisonnable. Juste un mot. Un barrage est fait par les agriculteurs, un barrage avec des bottes de foin. Derrière le barrage, il y a une famille. Il y a une voiture qui fonce dans le barrage, qui tue la mère et qui tue finalement la fille.
et le père est grièvement blessé. Dans la voiture, il y a pas Albanais, Trois Arméniens. trois Arméniens qui sont sous le coup d'une OQTF. OQTF, c'est-à-dire d'une ordonnance s'obligeant à quitter le territoire. Quand l'information circule, là, c'est pas une information fabriquée, ni une information exagérée, ni une information sur laquelle hystérisent les chaînes Bolloré ou les journaux Bolloré, etc. C'est une information brute. Et c'est de cette information brute, pour y répondre, ou plus exactement pour répondre à ce que ça peut faire naître chez ses auditeurs, à mon avis, il faut trouver mieux que de dire ça fait le jeu du Front National. Absolument d'accord. Absolument d'accord. Nicole Niesotto. C'est pas passé loin. Oui, non, je suis complètement d'accord avec Béatrice et avec ce que vient de dire Philippe. Il y a des postures totalement hypocrites dans cette loi, et en particulier de la part de la gauche, que ce soit la gauche parlementaire ou la gauche intellectuelle, qui, exactement de la même façon que sur les problèmes stratégiques, sur l'Ukraine, sur Israël, fait passer une analyse parfaitement émotionnelle avant une analyse géopolitique. Ici, de la même façon, sur la question de l'immigration, on fait passer une analyse éthique complètement déconnectée de la réalité, au lieu d'une analyse réaliste de l'évolution à la fois de l'immigration et de la société française par rapport à ce problème. Je rappelle d'ailleurs que la France a voté au même moment, le texte européen, le pacte sur l'immigration et l'asile, qui fait obligation à la France d'être solidaire quand il y a des flux d'immigrés, soit d'en prendre sur son territoire, soit de donner 20 000 euros par immigré au pays qui les reçoit en premier, 20 000 euros par personne. Personne n'en parle. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un problème dans ce pays où on n'ose pas dire la vérité, que certains problèmes, effectivement, de délinquance sont liés largement à l'immigration. Et pardonne-moi, Marc-Olivier, mais l'exemple que tu as donné du chercheur américain, c'est l'arme qui cache la forêt. Marc-Olivier Ça touche Talis. n'importe qui. Non, je suis en désaccord complet et on ne va pas avoir le temps de mener vraiment le débat. Mais je veux dire, c'est pas des positions éthiques abstraites. Article 67. Les déboutés du droit d'asile n'ont plus accès à l'hébergement d'urgence. Ils vont où? Ils sont dans la rue? Vous vous sentez plus Mais ils sont en sécurité? déboutés. Mais ils sont déboutés, d'accord, mais ils sont là. Et donc, ils n'ont pas accès à l'hébergement d'urgence. Donc, ils font quoi? Ils sont dans la rue? Vous trouvez que c'est sécurisant comme sentiment d'avoir des gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas accès à des hébergements d'urgence, qui ne sont pas des hôtels 4 étoiles, excusez-moi de le rappeler. Donc c'est quand même des dispositions qui essayent de lutter, d'accord, Béatrice, contre un sentiment. Mais il y a quand même aussi des situations réelles. Et cette loi aggravait des situations réelles déjà compliquées. Moi, je suis tout à fait pour que les gens qui ont une obligation de quitter le territoire français qui soient effectivement renvoyés dans leur pays. Le problème, c'est que les pays d'accueil ne les acceptent pas en retour. Et donc ça, c'est ni la faute de la gauche française, ni des humanistes. C'est une réalité géopolitique. Non, mais l'histoire sur l'hébergement est une chose absolument, c'est aussi bête et aussi scandaleux que sur la partie médicale, quand il voulait absolument... C'est la même chose, c'est vraiment... C'est arrivé à un résultat exactement inverse, indépendamment du côté tout à fait... Juste une information, l'hébergement d'urgence en France représente plus du tiers de tout l'hébergement de tous les pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que la France est de loin le pays qui assure un hébergement d'urgence le plus important. Et qu'on garde les gens dans des hébergements d'urgence qui durent extrêmement longtemps. Si effectivement il y avait une noria sur les hébergements d'urgence, on pourrait le comprendre. Mais il y a des gens qui sont en hébergement d'urgence plusieurs années. Donc on n'est plus dans de l'hébergement d'urgence. C'est aussi un vrai problème. Quant à l'aide médicale d'État, il faut savoir qu'un certain nombre de pays où il faut payer pour avoir des soins, y compris les États-Unis ou l'Australie, on vient en France avec cette possibilité d'être soigné sur des traitements extrêmement lourds. Je fais maintenant partie du conseil de l'OFII et j'ai étudié ce rapport. C'est 1,2 milliard, on va dire c'est rien dans le budget de la Sécu. Peut-être qu'on va estimer que c'est rien, mais c'est quand même 1,2 milliard
avec des situations sur des traitements très, très lourds, de cancer par exemple, on va prendre simplement celui-là, qui pose aussi un certain nombre de problèmes quand on nous dit à longueur de journée que le système de santé est à bout de souffle, qu'on n'en sort pas, que c'est pas possible, que les hôpitaux ne vont pas du tout. On peut pas tenir tous les discours à tout le monde et que nos citoyens ont quand même quelques difficultés à tout comprendre. Bon, je sens que ce débat va provoquer chez nos auditeurs des réactions nombreuses et abondantes. Comme d'habitude, elles seront aussi civiles et courtoises que les désaccords que nous venons d'exprimer. Et je vous propose que nous passions maintenant à la question des révoltes paysannes en Europe. L'Europe est depuis plusieurs semaines agitée par les révoltes des agriculteurs contre de multiples politiques bruxelloises et nationales, climatiques ou économiques. Une vague de colère se répand chez les agriculteurs allemands, roumains, espagnols, français, néerlandais, pour des raisons propres à chaque pays, mais qui se rejoignent dans leur dénonciation unanime de mesures trop contraignantes et trop onéreuses. Souvent revient la question des enjeux climatiques, faisant ressurgir un conflit redondant entre le monde agricole et environnemental. La première mèche a été allumée aux Pays-Bas. Les agriculteurs néerlandais se sont engagés dans une révolte nationale contre un plan du gouvernement qui visait à réduire le nombre de vaches de 30% d'ici 2030 afin de faire baisser les émissions d'azote du pays. Cette colère a résonné en Irlande, où les producteurs laitiers ont manifesté leur mécontentement, eux aussi, contre des restrictions imposées en raison de l'émission de méthane. Même cause, mêmes effets en Belgique. En Allemagne, en revanche, les agriculteurs se mobilisent contre une réforme de la fiscalité qui prévoit en 2026 de supprimer une exonération sur le diesel agricole. Partout, les inquiétudes des agriculteurs se cristallisent autour des répercussions financières de mesures qui mêlent économie budgétaire et décisions écologiques. Mais les politiques climatiques ne sont pas les seules à déstabiliser le monde agricole. En Roumanie et en Pologne, la guerre en Ukraine remet en question les modèles économiques des exploitants locaux. L'ouverture à l'importation des céréales ukrainiennes pour soutenir l'économie de leurs voisins en guerre a mis en difficulté leurs producteurs nationaux. Résultat, des centaines de tracteurs et de camions de marchandises ont paralysé les routes polonaises et roumaines et même des voies de passage avec l'Ukraine. Les agriculteurs européens dénoncent tous le pacte vert européen, le Green Deal, qui prône la transition écologique des États membres de l'Union, fixe des objectifs de réduction d'usage des pesticides, de développement de l'agriculture biologique et de protection de la biodiversité, mais qui intervient dans un contexte déjà tendu pour des agriculteurs bousculés par des événements climatiques extrêmes, par la flambée de leurs coûts de production et par les conséquences commerciales de la guerre en Ukraine. En France, selon un sondage Elab BFM, 70% des Français pensent que la mobilisation des agriculteurs va déclencher un mouvement social de grande ampleur dans les prochaines semaines. 89% soutiennent le mouvement, davantage que il y en avait pour soutenir les Gilets jaunes, et 70% approuvent le blocage des routes et refusent toute intervention des forces de l'ordre. Le malaise paysan pourrait trouver une traduction dans les urnes. Selon le dernier sondage Elab, 51% des agriculteurs placent la question du pouvoir d'achat et de la lutte contre l'inflation en tête des enjeux des élections européennes. Et 29% se disent prêts à voter pour la liste Bardella. À quelques semaines du lancement du Salon international de l'agriculture qui se tiendra du 24 février au 3 mars à Paris, l'exécutif tente une modération. Précisons que cette émission est enregistrée avant l'annonce des mesures de Gabriel Attal qui auront lieu aujourd'hui, vendredi, cet après-midi. Michel Elchaninov. Alors vous avez raison Philippe, les revendications sont multiples, les contextes très différents. Il y a 2 points communs à ce mouvement qui sont vraiment intéressants et importants. C'est que, 1, ce mouvement touche à une crise existentielle, et 2, que c'est un mouvement européen. Alors existentiel, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le slogan de départ, c'était « On marche sur la tête ». Et c'est très significatif. C'est-à-dire que je crois que les agriculteurs ont le sentiment d'être les héritiers d'un monde d'avant la modernité, finalement de ce monde où c'est le paysan qui finalement assure l'essentiel de la richesse. Avant, c'est ce que disaient les physiocrates au XVIIIe siècle, hein, le monde paysan assure l'essentiel de la richesse. Et
Et donc, ils sont l'héritier d'un monde ancien qui a disparu, en fait, et qui a disparu depuis longtemps. Exode rural, mondialisation, industrialisation, etc. Et donc, en fait, c'est comme si les agriculteurs se sentaient à la fois les héritiers d'un monde, mais un monde qui a disparu, et ils se sentent un peu le dernier des paysans. Sauf que ça fait très longtemps que ça dure. Vous vous souvenez le livre du sociologue Henri Mandras, La fin des paysans, 1967 déjà. C'est-à-dire qu'il y a ce sentiment d'être une population qui est en sursis, qui disparaît, pourtant dont le rôle est essentiel, et qui est étranglée par de multiples injonctions contradictoires. Et donc, il faut s'adapter, il faut se faire entrepreneur, il faut se faire gestionnaire, ce que les agriculteurs, d'ailleurs, font souvent fort bien. Mais il y a ce sentiment qu'une transmission est rompue. Vous savez, tous ces agriculteurs qui se culpabilisent face à leurs aînés de travailler moins, d'avoir envie de vacances, et qui culpabilisent face à leurs enfants en hésitant à leur transmettre l'exploitation, en se disant que c'est une vie trop difficile. Et puis, le taux de suicide, on le sait, chez les agriculteurs est très important. Un suicide tous les 2 jours, 31% de suicides de plus chez les agriculteurs que dans le reste de la population. Donc, il y a une crise existentielle. Et puis aussi, c'est une crise européenne, parce que l'Europe s'est construite depuis 60 ans sur la PAC, c'est-à-dire l'objectif d'assurer un niveau de vie décent et préserver l'économie rurale. Et là, on a une révolte européenne contre l'Union européenne. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a eu contamination des colères peut-être, mais là, la question que je pose, et je pense à laquelle vous allez pouvoir répondre, c'est: y a-t-il une réponse européenne à un mouvement européen? Parce que la pire des réponses possibles, ça serait de dire, comme le Rassemblement national, qu'il faut moins d'Europe et moins d'écologie. Ça serait la pire des réponses possibles. Je crois qu'il faut plus d'Europe et plus d'écologie. Ça signifie que l'Europe doit être capable de fournir une réponse globale, structurée, compréhensible et vivable pour les agriculteurs. Donc, la question que je pose, c'est: quelle est la réponse européenne à cette crise européenne? Béatrice Gibelin. Grande diversité de situations entre la Pologne, la Roumanie, les Pays-Bas, la France, l'Irlande, l'Espagne aussi, avec effectivement un point commun, je suis d'accord avec vous Michel, sur le sentiment d'être en danger. Voilà. Et puis ce même discours d'être abandonné. Tout le monde est toujours abandonné en ce moment, hein. Voilà. Donc on est tous abandonnés. Bon, tout le monde veut plus d'État et moins d'État en même temps. Bien. Ceci étant, sur ces situations, qui se révolte? Ce ne sont pas les agriculteurs. Il y a des agriculteurs qui sont dans des situations extrêmement difficiles et qui n'arrivent pas à vivre de leur travail, qui les occupe 60 heures par semaine. Et c'est essentiellement des agriculteurs qui sont encore dans une polyculture avec de l'élevage, avec des céréales. Et puis souvent, l'obligation, soit c'est le compagnon qui va avoir un autre métier pour permettre des rentrées d'argent. Et c'est le cas chez nous, du sud-ouest, et dans le sud-ouest, c'est l'Ariège, par exemple, et le Gers. C'est de là que les choses sont parties, sauf effectivement en Haute-Garonne, avec un personnage très intéressant, un ancien rugbyman, très grand leader, très puissant, qui mène et qui a été à l'origine des premiers barrages de tracteurs. Son nom m'échappe. Mais il y a une inégalité dans la situation des agriculteurs, dont, de mon point de vue, on ne parle pas assez. Parce qu'une fois encore, on va avoir les plus puissants, les plus gros, qui vont mettre en avant les plus fragiles pour pouvoir obtenir qu'on détaxe de nouveau le GNR, c'est-à-dire le gazole non routier, c'est-à-dire celui des agriculteurs. On va avoir le recul encore sur ce fameux pacte vert avec ses contraintes, en disant ça fait que nous embêter, trop de règles, trop de normes. Et quand on regarde, je vais juste dire encore ça, le président de la FNSEA, aujourd'hui Arnaud Rousseau, c'est quand même quelqu'un qui est à la tête
d'une exploitation en Seine-et-Marne de 700 hectares, 700 hectares de maïs, de blé, de soja, de betteraves, qui est quand même aussi à la tête responsable d'une très grosse coopérative, la coopérative Avril, hein, qui a des parts dans les huiles Le Sieur ou dans les huiles Puget. Lui, il n'est pas dans la nostalgie du monde ancien, hein. Il a fait une business school à Paris, il a été courtier sur le prix des céréales. Voilà, et c'était son premier travail avant de revenir prendre l'exploitation. Je veux dire, il n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'était la précédente présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui avait un élevage porcin en Bretagne. Donc, attention, insistons sur la grande inégalité. Marc-Olivier Padis. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. J'ai regardé les chiffres. En fait, les inégalités au sein du monde agricole sont supérieures aux inégalités entre les actifs. Donc, c'est quand même très impressionnant. Et c'est vrai que les gros mettent les petits devant. Et comment ne pas être effectivement saisi par des situations poignantes, souvent de petits exploitants qui sont face à des difficultés. Je crois que la problématique qui est rencontrée, c'est celle du coût de la transition. En fait, qu'est-ce qui est le plus cher? Est-ce que c'est l'inertie ou la transition? Et quand on voit qu'en Espagne, la production d'huile d'olive régresse à cause du changement climatique. En Italie, la production de blé diminue. Dans le Pas-de-Calais, les inondations ont ravagé les cultures de betteraves, par exemple. Donc, il y a un coût de l'inaction. Et on est dans une situation où on demande à des gens qui sont des agriculteurs, qui sont dans des situations difficiles, de changer. Et ils ont le sentiment que l'effort n'est pas partagé. Ils craignent une surcharge réglementaire parce qu'il y a deux moyens de faire évoluer les comportements. C'est soit avec une incitation par les prix, soit par les normes. Et il y a beaucoup de normes qui leur tombent dessus. Et puis, il faut aussi rappeler que les agriculteurs ne sont pas opposés à la transition verte. En fait, ce sont les acteurs, le plus souvent, les premiers acteurs de cette transition, parce qu'ils connaissent bien la nature. Et néanmoins, ils ont le sentiment d'être pris dans un étau et que ce soit difficile de bouger pour eux. Mais là-dessus se greffe un discours des conservateurs et de l'extrême droite qui désigne le pacte vert européen comme responsable des difficultés actuelles des agriculteurs. Alors d'abord, il y a un problème logique. On ne voit pas comment des dispositions qui ne sont pas encore entrées, qui ne sont pas encore mises en œuvre pourraient être à l'origine des difficultés des agriculteurs. Au contraire, c'est l'héritage d'un système qui est dans une impasse, qui crée ce désespoir des agriculteurs. Et le pacte vert, c'est un pacte d'investissement. C'est 1 000 milliards d'euros qui sont mobilisés sur 10 ans pour faciliter, pour accompagner la transition. Et le pacte vert porte en réalité très peu sur l'agriculture. François-Xavier Bellamy, qui est le candidat des Républicains pour les élections européennes, cible particulièrement le pacte vert, mais en fait, il tape dans le vide parce que les dispositions qui concernent le monde agricole sont très très peu nombreuses dans le pacte vert, qui concernent surtout la transition industrielle et énergétique à ce stade. Donc il y a une politisation du débat. En fait, ce que montrent ces mobilisations, c'est que la campagne pour les élections européennes a commencé. Moi, je ne pensais pas qu'elle commencerait si tôt et qu'elle commencerait sur le thème de l'agriculture. Mais voilà, c'est un fait. Les élections européennes ont lieu en juin et elles viennent de commencer. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la protestation contre la floraison de normes qui s'abat sur le monde agricole, comme d'ailleurs sur le reste du monde, mais il se trouve que le monde agricole, là, en parle particulièrement. Et je pense que dans la protestation contre cet excès de normes, de protestation du monde agricole, entre des normes qui ne sont pas spécifiquement des normes qui concernent la production agricole, mais les normes en général, laquelle production des normes a été singulièrement aggravée par la nouvelle organisation territoriale avec les communautés de communes qui, pour exister, se sont mis à leur tour parce que, quand même, on veut être comme la grenouille, on veut être aussi gros que le conseil départemental. Donc, à son tour, on fait des normes. À son tour, on crée des emplois de surveillants de l'application des normes. Et je pense que ça provoque des réactions qui sont la réaction de gens humiliés et ayant le sentiment d'injustice. Nicole Niesotto. Oui, je crois que cette crise de certains agriculteurs, elle est révélatrice quand même d'une
transition majeure entre un mode de production capitaliste, industriel d'autrefois, comme le disait Michel, et puis la nécessité de passer à une économie durable. Et cette grande transition, elle va dépasser largement le monde de l'agriculture. On le voit déjà dans le monde de l'automobile, où on dit qu'il faut absolument avoir des voitures électriques avant 2035. On va le voir dans le monde du bâtiment, où les rénovations énergétiques ne peuvent pas suivre le calendrier imposé par les normes européennes. Donc on voit bien qu'on est dans une transition qui va être politiquement explosive. Et les agriculteurs en sont aujourd'hui disons la première manifestation. Je ne sais pas s'il y aura une convergence des luttes agricoles européennes, mais je pense qu'il y aura une convergence des luttes pour concilier croissance et lutte contre le réchauffement climatique. Parce que ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, toutes les solutions sont contradictoires. On ne peut pas en même temps lutter contre le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité, augmenter le revenu des paysans, qui est même pour certains absolument lamentable, tout en gardant des finances publiques saines et en réduisant le déficit et la dette, et en plus, nouvelle contrainte récente, en étant solitaire de l'Ukraine, c'est-à-dire en acceptant les produits agricoles ukrainiens et les poulets ukrainiens pratiquement à un prix inférieur. Tout ça, on ne peut pas faire cela en même temps. Et donc, il va falloir décider. Je suis d'accord avec celui qui a dit qu'il faut à la fois plus de lutte contre l'environnement et plus d'Europe, mais il y a un moment où la décision, elle est contradictoire. Et donc, je réponds ici à la question de Michel. Que peut faire l'Europe ? Moi, l'Europe, elle est au cœur de cette contradiction. Elle est à la fois le soutien des agriculteurs depuis 70 ans, la politique agricole commune. Je rappelle quand même qu'il y a 4,6% de la population européenne, c'est-à-dire à peu près 10 millions qui travaillent dans l'agriculture, donc 10 millions d'exploitations agricoles, 4,6%, et ils ont à leur disposition 30% du budget européen, c'est-à-dire la PAC, c'est le premier budget européen, c'est 30% du budget. Pour la France, ça fait à peu près 9,5 milliards d'euros par an pour le secteur agricole. Donc c'est un acteur fondamentalement important pour la survie de certaines exploitations. Mais en même temps, évidemment, l'Europe, c'est le fossoyeur de l'agriculture traditionnelle à cause du pacte vert, à cause de la transition qui est obligée. Le dernier exemple, c'est-à-dire obliger les paysans à mettre 4% de leurs terres en jachère. Pour les grandes entreprises, ça n'a aucune importance. Pour les petites, d'abord, c'est une image abominable. Ça veut dire que mon travail est inutile, mon travail est criminel vis-à-vis de la nature. Pareil pour les pêcheurs auxquels on interdit de pêcher pendant 1 mois dans le golfe de Gascogne pour protéger les dauphins. Enfin, quand vous êtes pêcheur, vous avez dit, mais quoi, je suis un criminel de la nature. Donc il y a ces 4% là qui sont difficilement acceptables, plus, vous l'avez dit Philippe, hystérie française, administrative, normative, qui en rajoute des couches sur les normes européennes. Et donc, si cette Europe, elle est au cœur de la contradiction entre aider les agriculteurs et en même temps leur imposer des normes qu'ils ne peuvent pas tenir. Il y a plein d'exemples contradictoires. Je pense à un paysan, le pauvre paysan, qui on lui avait dit de nettoyer les ruisseaux parce que c'est fondamental pour l'écoulement des eaux, et en même temps il a détruit, je sais pas quoi, la maison d'une loutre. Alors il a eu une amende exceptionnelle parce qu'il n'a pas préservé la... Enfin, tout est contradictoire dans cette affaire, donc il n'y a que le niveau européen qui peut être une solution. Et moi, je crois que ce qu'il faut en Europe, c'est une espèce de grande conférence politique, un peu comme en 2001, on avait fait la convention sur l'avenir de l'Europe. Il faut une convention sur la transition environnementale. Il faut que tous les domaines professionnels, l'agriculture, mais pas seulement, le bâtiment et l'automobile, se mettent autour d'une table et essayent de produire un calendrier acceptable, des mesures extrêmement ciblées d'aide à la transition agricole, parce que sinon, si on s'en tient à des mesures nationales dans chacun des pays, ça n'aboutira pas. La France va faire des chèques, on va augmenter la dette et le déficit public, on va se faire taper dessus par Bruxelles, et en même temps, en période électorale, on ne peut pas accepter de critiquer l'Europe. Donc ça n'a aucun sens de penser à une solution nationale à cette crise qui, à mon avis, dépasse largement le secteur de l'agriculture pour être celui de la grande transition. Enfin, peut-être aussi aurait-on intérêt à entendre ce que le monde paysan a à dire de son propre souci écologique. Oui. Nous diffuserons dans quelque temps une émission autour du problème de la santé des sols, dans laquelle on montrera à quel point précisément ce monde paysan, ou dans ce monde paysan, il existe un souci croissant, une préoccupation croissante, parce que les paysans savent aussi que c'est leur propre sort et celui de leurs enfants qui est en jeu. Je ne sais pas, on a entendu beaucoup de paysans s'exprimer ces derniers temps.
On voit qu'il s'exprime de manière extrêmement articulée, de manière très différente des paysans de mon enfance, qui avaient beaucoup de mal à s'exprimer, en public notamment. Mais il me semble que, puisque le président de la République est friand de cette forme d'information, qu'une convention citoyenne paysanne pourrait peut-être aider à... Alors, ça ne suffira pas quand on est à chaud comme en ce moment, mais ça pourrait peut-être aider à avoir une considération plus réelle, plus grande, plus durable pour le monde paysan. Moi, Béatrice je voulais Gilbert. simplement dire que parmi les syndicats agricoles, celui qui avait fondé José Bové, la Oui. Confédération agricole, n'est pas du tout sur les mêmes positions. Il ne s'est pas embarqué d'entrée de jeu dans le soutien aux paysans, hein, et a bien mis justement en valeur la nécessité de cette transition écologique, mais qu'elle mettait en question, bien sûr, par exemple, le libre-échange, le fait qu'on signe avec la Nouvelle-Zélande, effectivement, ou le Mercosur, un autre, bon, et qu'on puisse importer des produits qui ne répondent pas aux critères qu'on impose, est absolument inacceptable. Absolument. Bon, et que là, effectivement, il y a une responsabilité de l'Europe qui est très importante. Ça serait un signe fort que de dire stop à ce genre de choses. Donc on ne peut pas mettre non plus tous les syndicats agricoles entre la coordination agricole qui est très proche de l'extrême droite, du Rassemblement national, entre la Confédération qui est celle de Beauvais et la FNSEA qui est évidemment défend les agriculteurs d'un autre type. Nicole. On l'a fait. L'Europe l'a fait sur la taxe carbone. Pour éviter de pénaliser les industriels européens, on impose une taxe carbone aux produits qui viennent de l'extérieur de façon à rétablir l'égalité de la concurrence. On pourrait parfaitement le faire sur les produits agricoles. C'est sur ce vœu que nous allons passer à notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en disant, vous avez sans doute vu qu'il y a eu une pétition signée par quantité considérable de poètes pour empêcher que Sylvain Tesson ne soit le président ou le parrain du Printemps des poètes. Alors il y a plusieurs lectures de cette manifestation. La lecture la plus répandue est une lecture assez amusée. Moi j'avoue que j'ai été très heureux de savoir qu'on pouvait signer une pétition en mentionnant comme qualité poète de gauche. Mais il y a aussi une lecture sociologique et il se trouve que en ce moment, au moment de cette apparition de cette pétition, j'ai lu un livre que je recommande, un livre d'un sociologue, Élie Guéraud, qui s'appelle « Le déclin de la petite bourgeoisie culturelle ». C'est le résultat d'une recherche de plusieurs années qui relève sans doute d'ailleurs davantage de l'ethnographie ou de l'ethnologie que de la sociologie, et l'auteur s'intéresse à un ensemble apparemment hétérogène où l'on trouve des professeurs, des instituteurs, des conseillers d'orientation, des bibliothécaires, des artistes, mais aussi des travailleurs sociaux, des dirigeants d'associations, des psychologues, des designers, des publicitaires, des journalistes, bref, des personnes qui ont en commun d'avoir, à partir des années 80, connu une vie matérielle et un statut social bien meilleurs que ceux de leurs parents. Cette évolution est fondée sur l'acquisition d'un capital culturel constitué dans le vide laissé par l'effondrement du monopole de l'école dans la production des normes culturelles et par l'apparition de ce qu'on pourrait appeler un nouveau répertoire de valeurs dans lequel les sciences humaines et leur vulgarisation ont joué un rôle prééminent. Les politiques publiques ont favorisé et soutenu cette petite bourgeoisie, notamment ce que l'auteur appelle le socialisme municipal, et cette petite bourgeoisie culturelle dont Élie Guéraud écrit qu'elle connaît une perte de son pouvoir sur les institutions locales, pouvoir qu'elle avait conquis dans les années 80 et 90, mais aussi de sa légitimité à se présenter en prescripteur des goûts et des pratiques culturelles. D'où la protestation que j'ai mentionnée tout à l'heure. Et donc, le paysage culturel et ses habitants changent à bas bruit, et la recherche menée par Élie Guéraud pourrait bien, comme le dit son auteur, fonctionner comme un miroir grossissant de phénomènes valables à l'échelon national, et à travers cette incarnation particulière des classes moyennes qu'est la petite bourgeoisie culturelle, nous éclairer sur les déceptions et les angoisses de toute cette partie de nos concitoyens. Marc-Olivier Padis. Je voudrais dire deux mots différents très rapidement. D'abord, signaler que la semaine prochaine, les 30 et 31 janvier, à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, se déroule un colloque sur Pierre Asner, Penser le monde avec Pierre Asner, qui parlera de l'héritage intellectuel de Pierre Asner. C'est un colloque
organisé par l'École normale supérieure et puis les revues commentaires Esprit et Le Grand Continent. Donc voilà, on peut s'inscrire et ce sera un colloque très intéressant. Et deuxième point, comme on a parlé de droit constitutionnel aujourd'hui, pour ceux qui voudraient prolonger leur intérêt pour cette matière, il y a une très bonne revue qui s'appelle Ius Politicum, revue de droit politique, dont le numéro de février 2000... le dernier numéro porte sur démocratie et représentation et parle notamment des nouveaux dispositifs participatifs. Et on peut aussi consulter en ligne gratuitement le blog de cette revue qui s'appelle Ius Politicum Blog. On mettra le lien sur le site, dans lequel on a énormément de commentaires de l'actualité internationale du droit constitutionnel. C'est vraiment le site de référence sur le sujet. Nicole Nisotto. Alors moi, je voudrais vous recommander un livre extrêmement agréable, un très gros livre, très lourd, plus de 1200 pages, avec une grosse couverture, donc c'est difficile à porter, mais qui est formidable et qui s'appelle Le grand carnet d'adresses de la littérature à Paris, par Gilles Schlesser, que ça vient de sortir aux éditions Séguier. Qu'a fait l'auteur? Il a fait le tour de toutes les rues de Paris pour voir où habitaient les écrivains français. Et donc, il y a plus de 1000 écrivains qui sont recensés dans cet ouvrage, il y a encore plus de 1000 adresses, il y a 10 000 numéros de rues, et c'est extraordinaire, parce que non seulement, bon, c'est pas un catalogue, ce qui serait peu intéressant de savoir que Beaumarchais a habité au 26 Beaumarchais, c'est pas très intéressant, mais à chaque fois, l'auteur ajoute des anecdotes, des citations, des extraits où l'auteur parle de son appartement, de sa rue, etc. Donc c'est absolument formidable, c'est très jouissif, alors on se précipite tous pour savoir ce qui s'est passé dans son quartier, etc. Et donc, je recommande vivement, c'est pas un livre qui se lit effectivement du début à la fin, mais c'est extrêmement agréable et on se rend compte également que il y a des quartiers privilégiés, le 16e, le 6e, le 8e. La rue Jacob est la rue où il y a le plus d'écrivains qui ont séjourné, avec le boulevard Montparnasse et je ne sais plus laquelle, mais enfin toujours dans ce quartier-là. Et il y a plein d'anecdotes savoureuses d'écrivains qui se détestaient mais qui habitaient tous dans le même appartement. Par exemple, Marguerite Duras qui habitait dans le même appartement qu'un collabo et qui faisait tout pour s'éloigner l'un de l'autre. Donc je recommande cet ouvrage qui est un travail énorme. Vraiment, je suis admirative du recensement qui a été fait et qui est très agréable. Je signale que un autre auteur que j'ai eu Didier Blonde, dont j'ai eu l'occasion de signaler ici les livres, s'est beaucoup aussi amusé à ce genre de choses, mais il ne fait pas 1000 pages. Michel Elchaninov. Alors, je recommande un autre livre qui se lit vraiment d'un bout à l'autre vite et bien, et c'est passionnant. C'est L'Assiégé de Renaud Dely aux éditions Jean-Claude Lattès. C'est le roman vrai d'un des gourous cachés de l'extrême droite, comme le dit le sous-titre, et effectivement une personnalité peu connue du grand public, mais très importante. On en a quand même entendu parler le jour de son suicide à l'arme à feu en plein Notre-Dame en 2013. Dominique Vénère, c'est quelqu'un qui a toujours été, qui vient d'une famille de collaborateurs, qui a fait l'Algérie, qui a torturé, qui a tué, et qui est devenu véritablement un grand idéologue de l'extrême droite dans les années 60-70. Et il a voulu, comme il le dit, finir en beauté. Il adorait Mishima, et donc il s'est tiré une balle dans la bouche devant le chœur de Notre-Dame en 2013. Et donc Renaud Dely fait son portrait, fait sa biographie. C'est vraiment très bien raconté. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'il montre comment Dominique Vénère a transformé la pensée d'extrême droite dans les années 60. C'est-à-dire qu'il a fait sortir l'extrême droite du vieux nationalisme français pour faire de la défense de l'Europe blanche menacée par les hordes migratoires véritablement l'angle de ce que devait devenir l'extrême droite. Et aujourd'hui, les mouvements identitaires qui ont pris un essor extraordinaire depuis les années 2000 se réfèrent explicitement ou implicitement à l'œuvre et aux idées racistes, bien sûr, de Dominique Vénère. Donc, Béatrice Gibelin.
Eh bien, écoutez, moi, j'ai été, frappée par, l'augmentation, des actes antisémites puisqu'on en a recensé maintenant 1 676, le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire, une augmentation de 1 000 depuis le 7 octobre 2023 et je me suis dit que j'allais regarder, relire, Delphine Orwiller, «Réflexions sur la question antisémite», qui est publié chez Grasset en 2019, et c'est, comme toujours avec, Delphine Orwiller, extrêmement intelligent, avec une pointe, d'humour aussi, et c'est comment le juif voit l'antisémite et comment, la cause juive vit avec ce qui veut sa perte et elle explique pourquoi l'antisémitisme n'est pas un racisme comme les autres. C'est pas, d'en haut en méprisant d'en bas, mais c'est d'en bas en rejetant celui qui est perçu comme ayant plus, l'en plus justement, c'est-à-dire une forme de jalousie par rapport aux Juifs, quelle que soit sa situation, sa pauvreté, ce qu'il a subi, mais c'est toujours plus et on va toujours lui reprocher ça, trop riche, trop puissant, trop respecté, trop d'honneur, voilà et je voulais, si j'ai encore le temps, juste dire, sa douleur est increvable. Lorsqu'il est frappé, voilà qu'il s'en relève. Il rappelle au bourreau et l'oblige à lui en vouloir encore un peu plus d'avoir souffert davantage que lui-même. Même là, il a comme un en plus qui prive, y compris dans cet excès de visibilité ou de douleur, et qui fait se demander pourquoi on n'a pas eu l'honneur d'un tel passé lacrymal. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui va en assurer le compendium, à Nicolas Tourneau qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire tient tout ce qui touche les financements et les réponses aux questions de nos auditeurs. Merci aussi à Marion Boisard qui a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique, ainsi que nos remerciements à Nouvelles Écoutes et à Julien Neuville qui produisent le Nouvel Esprit Public, qui vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau Bada avec Marion Godefroy-Taillard de Bormes sur l'histoire de la gastronomie et dimanche prochain pour un nouveau Nouvel Esprit Public. Merci.